Yo, avant que cette vidéo ne commence, je tiens à me présenter, moi c'est Lo, et la vidéo d'aujourd'hui est un résumé slash analyse du premier arc de Gun. Par ailleurs, puisque c'est ma première vidéo, j'y ai passé un mois entier, et je vous prie d'avance de m'excuser pour la qualité audio très variable, je reste malheureusement avec mes écouteurs. Et je ne suis pas très bon en mixage. Donc si vous connaissez déjà le manga, que seulement l'analyse vous intéresse, allez à ce timecode. Cela étant dit, bon visionnage. Celle-ci s'ouvre sur le docteur Daisuke Ido fouillant la décharge au centre du Kusetsu, à la recherche de pièces utiles ou récupérables. C'est alors qu'au sommet des ordures, il tombe sur la tête et le torse d'une femme cyborg, qu'il ramène à sa clinique. Ici, lui et Gonz, son assistant, découvrent que le cerveau du cyborg est encore intact et qu'on estime qu'il a entre 200 à 300 ans. Ido ressuscite le cyborg, malheureusement amnésique et ayant oublié son nom. Il décide donc de l'appeler Gali en hommage à son chat décédé auparavant. Zalem, cité au-dessus du ciel, est indiqué par Ido à Gali lorsqu'il l'amène plus tard à la décharge à la recherche de pièces de rechange. Sans succès. La nuit, en ville, une prostituée cyborg solitaire est tuée. Le lendemain, Ido passe les bras de la femme à Gali, à qui il manque encore des jambes. La nuit tombée, il s'habille d'un chapeau noir et d'un long manteau et part avec une valise à roulettes. Plus tard, on voit Gali courir avec une nouvelle paire de jambes. Lorsqu'elle tombe sur la cabane de ramen de Gonz, celui-ci la met en garde à l'idée de sortir la nuit car se balade un meurtrier qui s'en prend aux femmes. De retour à la clinique d'Ido, Gali remarque que le bras d'Ido a été blessé. Lorsqu'il part de nouveau la nuit, Gali, curieuse de ses allées et venues, décide de le suivre. Gali trouve Ido qui attend une femme. Il prépare son marteau lance-roquette et s'apprête à l'attaquer quand Gali intervient, saisissant le marteau. Ido l'écarte, mais trouve sa cible disparue. La femme attaque alors Ido, mais celui-ci la repousse. Elle s'avère être une mutante devenue folle et la véritable meurtrière. Quand la mutante fait tomber le lance-roquette des mains d'Ido, Gali l'attaque. Lorsqu'elle saute hors de son emprise, Gali saute instinctivement au-dessus d'elle, enfonçant sa tête dans le mur et la tuant sur le coup. Ido reconnaît qu'il s'agit alors d'un mouvement de Panzerkunst, art martial utilisé par les cyborgs. Le duo emmène la femme à la Factory 33 où Ido reçoit une prime du Deckman 12. Il révèle à Gali le lendemain qu'il est un Hunter Warrior pendant qu'il accorde son corps. Gali retourne à Factory 33 déterminée à devenir une Hunter Warrior. Au cours de sa visite, elle se souvient de la dispute qu'elle a eue avec Ido à ce sujet, mais décide de suivre son instinct sans pouvoir l'expliquer. À Factory, elle rencontre plusieurs Deckmen, et est enregistrée par le Deckman numéro 10. Dans le Kusetsu, Maître et Kiba sont approchés par Izuchi, qui propose d'acheter la cervelle du chien. Maître refuse catégoriquement, provoquant la rage de l'énorme compagnon d'Izuchi, attrapant des passants au hasard pour leur ouvrir la tête et leur sucer la cervelle. Au coucher du soleil, Ido jette avec colère une robe et d'autres vêtements féminins dans un fossé de drainage, frustré par le comportement de Gali. Cependant, il réalise alors qu'elle a raison et acceptant que c'est peut-être sa destinée. Cette nuit-là, il part à la chasse, tuant Izuchi pendant que celui-ci se procure des cerveaux de chiens. Tout près, Makaku se régale du cerveau d'une victime quand Gali le croise. Elle le confronte, esquive le cadavre qu'il lui jette et exécute un coup de pied, malheureusement mal effectué, tournant vers le haut et arrachant le bras de Makaku. Cependant, celui-ci récupère rapidement et déchire son corps avec son autre bras. Alors que son corps tombe au sol après avoir été déchiqueté par Makaku, Gali atterrit sur sa main restante et se propulse dans les airs en tournoyant et en enfonçant son bras dans l'œil de Makaku. Ido arrive alors sur les lieux
et voit le bras de Gali se casser au coude. Hurlant de douleur, Makaku l'attrape et tente de lui ouvrir la tête pour lui sucer le cerveau et obtenir les endorphines. Ido charge et active son marteau-roquette, coupant le bras restant de Makaku à l'épaule. Il détruit ensuite le corps de Makaku, mais ne trouve pas sa tête. Quand Ido est distrait en s'occupant de Gali, Makaku, dans son corps de larve, apparaît et tire son pic de tête en empalant Ido à travers l'estomac. Makaku erre en cercle autour de Gali et Ido, inscrivant leur visage dans sa mémoire, promettant de se venger avant de s'enfuir dans les égouts. Ido le reconnaît comme un criminel recherché sur la liste des primes. Il se relève avec peine, tirant la pointe hors de son ventre. Malgré sa blessure, Ido charge Gali sur sa valise roulante et l'emmène à travers le Kusetsu jusqu'à une cabine téléphonique. Il parvient à appeler Gonze avant de s'effondrer à l'intérieur de la cabine, promettant de donner à Gali un corps de guerrière. Alors que Gali rêve, Gonze raconte à Ido la chance qu'il a eue de ne pas avoir été transformé en cyborg par les cyberphysiciens qui pratiquent l'équivalent des soins d'urgence au Kuzutetsu. Ido demande à Gonze de l'emmener avec Gali au sous-sol de sa clinique où il stocke une collection de divers robots bizarres. Ido dévoile ensuite un corps de cyborg sophistiqué qu'il a trouvé il y a plusieurs années dans un vaisseau de guerre écrasé au fond d'un ravin, à l'ouest du Kuzutetsu. Ici, il a trouvé un corps de cyborg construit avec une technologie très avancée qu'il a décidé de ramener chez lui et d'analyser. Cependant, il découvrit qu'il s'agissait d'une arme de guerre et l'appela le corps de Berserker, l'enfermant dans sa cave. Malgré cela, Ido reste ferme dans sa décision de transplanter Gali dans ce corps et le reconfigure pour le corps d'une femme. Il dit à Gonze, ancien cybervétérinaire, qu'il devra effectuer l'opération en raison de sa propre blessure qui l'en empêche, mais qu'il le soutiendra. Gali, entre-temps, continue de rêver, mais l'apparition soudaine de Makaku la réveille. Quand Gonze et Ido lui demandent comment est son nouveau corps, elle l'essaye rapidement à leur grand plaisir. Après la longue opération, Gali remarque la blessure d'Ido et jure de vaincre Makaku. Dans une arène souterraine du Colisée, Kinuba se bat avec Zahariki. Celui-ci lance une attaque rapide contre Kinuba et le coince, mais est ensuite déchiqueté par les broyeurs de Kinuba pour la 281e victoire consécutive du champion. Après le combat, Kinuba se détend dans une salle d'attente lorsqu'un cyborg anonyme entre, prétendant être un grand fan. Kinuba tend un verre à l'étranger et parle des meuleuses dans son bras droit. L'étranger se révèle alors être Makaku déguisé et menace de prendre le corps de Kinuba. Le champion détruit le corps factice, mais Makaku est trop rapide pour lui, utilisant son corps de larve pour se glisser sous la cape de Kinuba et commencer à l'envahir. Kinuba tente de se suicider avec les meuleuses, mais Makaku gagne assez de contrôle pour obliger Kinuba à se couper la tête et à prendre le contrôle de son corps. Ailleurs dans la casse, Gali interroge Ido, toujours en fauteuil roulant, sur le son produit par les Factory Tubes, en faisant remarquer qu'il sonne comme les gémissements de milliers de personnes. Lorsqu'il remarque qu'elle commence à paraître plus adulte, elle lui assure qu'elle sera toujours la Gali qu'il connaît. Les deux visitent le bar Kansas, un repère pour les Hunter Warriors. À l'intérieur du Kansas, Ido est accueilli par différents chasseurs présents ainsi qu'un bébé, Koyomi et Kiba. Après que Maître mentionne qu'il a entendu parler de ce qui s'est passé de la bouche de Gonze, Ido annonce au bar que lui et Gali vont poursuivre Makaku et leur demande de l'aider à la ramener. Tout à coup, tous les chasseurs se taisent et aucun d'entre eux ne répond à l'enquête. Quand Ido désigne Zapan, celui-ci répond que ce ne sont pas ses affaires et que chaque chasseur abat sa proie par lui-même. Les autres chasseurs soulèvent également des objections
et Ido tente de les raisonner, mais Zapan n'entend rien de tout cela. Il énonce sa philosophie selon laquelle être un professionnel implique de choisir ses proies avec soin et de minimiser les risques. Ce discours déplaît à Gali, qui lui jette son verre à la figure et questionne sa raison d'être, déclarant que lui et tous les autres au Kansas sont des lâches pour avoir refusé de s'en prendre à Makaku, connaissant le danger qu'il représente. Elle refuse catégoriquement la demande d'excuses d'Ido et provoque une bagarre lorsque Zapan menace de lui apprendre les bonnes manières. Pendant le combat, Gali parvient à attraper Zapan par derrière, manipulant ses bras et ses jambes et l'utilisant pour découper les autres Hunter Warriors avant de l'envoyer lui et ses adversaires hors du Kansas dans une énorme boule de corps qui sort de l'entrée. Gali se voit alors demander son nom par Reptile, qui n'a pas participé au combat. En dehors du Kansas, alors que Zapan jure de se venger, Makaku apparaît piétinant 3 Hunter Warriors et leur arrachant la tête. Il fait éruption à travers l'entrée et est d'abord pris pour Kinuba par Reptile, qui lui demande un autographe. Makaku se sert d'un de ses broyeurs pour signer son nom sur le dos de Reptile et lui couper la tête en lambeaux, attrapant son cerveau explosé avec sa langue. Il ouvre alors son masque et révèle qu'il est là pour voir Gali. À l'intérieur du bar Kansas ravagé, Makaku se met à l'aise et remarque que Gali s'est procuré un nouveau corps, qu'il sonde électroniquement. Il lui dit qu'il ne veut pas la tuer, mais lui arracher les membres et la transformer en pendentif vivant qu'il portera, lui permettant d'entendre quotidiennement sa voix suppliante. Gali commente à quel point c'est triste, incitant Makaku à étendre son corps de verre en réponse. Il remarque Koyomi, ce qui l'amène à révéler une partie de son passé et à exprimer sa philosophie, selon laquelle la souffrance et la terreur peuvent être surmontées en y soumettant continuellement les autres, ce qui lui permet de se protéger. Pour ce faire, cependant, il a besoin du pouvoir d'infliger les deux sensations aux autres. Pour le prouver, Makaku tend l'une de ses meuleuses et menace Gali, mais celle-ci ne fléchit pas et dévie son doigt en donnant un coup de pied. En réponse, Makaku l'utilise pour déchirer le sol, forçant Gali à esquiver pendant qu'il augmente sa vitesse. Elle tente de contre-attaquer en courant le long de la meuleuse pour attaquer Makaku, mais il réagit en déployant 2 fraiseuses supplémentaires. Gali ne peut pas les esquiver et est projeté dans le mur. Alors que Makaku joue avec Gali, Ido se rend compte à quel point il est impuissant à cause de sa blessure, mais arrive à la prise de conscience effrayante que l'attitude de Makaku envers Gali suggère qu'il est obsédé par elle. Makaku profite de l'incapacité temporaire de Gali pour prendre Koyomi et la retenir en otage, l'effrayant puis menaçant de la manger. Gali l'appelle et lui dit de laisser partir Koyomi. Makaku marche sur le sol, ouvrant alors un grand trou qui mène dans les égouts. Il saute ensuite dans le trou avec Koyomi, suivi de près par Tiba. Gali hésite à y aller et Ido la prévient de ne pas la suivre. Mais elle dit qu'elle doit prendre ses responsabilités et promet à Maître qu'elle ramènera le bébé avant de sauter. À l'intérieur des égouts, Gali tombe sur une colonne usée et tente de briser sa chute, mais tombe quand même dans l'eau des égouts. De retour au Kansas, Ido regrette d'avoir donné à Gali le corps de Berserker, alors que Maître interroge les chances de Gali face à Makaku. Ido théorise que le corps de Berserker a un mode de survie qui pourrait avoir des capacités qui permettraient à Gali de vaincre les broyeurs. En bas, Gali arrive à terre et part à la poursuite de Makaku. Elle fait une pause quand elle remarque sa peur, se rendant compte qu'elle a toujours un cœur, même avec son corps de cyborg. Elle est sortie de ses pensées par les pleurs de Koyomi qu'elle suit dans un espace ouvert. Makaku n'est pas visible, mais Gali le sent. Ses sens l'avertissent juste à temps pour échapper au broyeur juste avant l'apparition de Makaku. Il accueille Gali dans son ancienne maison, soulignant que les égouts de Kuzutetsu se trouvent au milieu des ruines d'une ville où il est né et a grandi. Une colonne menace alors de tomber sur Koyomi et Gali parvient à la sauver à temps. Son geste amène Makaku à jurer qu'il ne la laissera pas vivre pour avoir risqué sa vie pour sauver l'enfant de quelqu'un d'autre, ce qui contraste avec son abandon par sa propre mère.
Il souligne également que pendant que Gali porte Koyomi, elle ne peut pas bouger son corps à des vitesses supersoniques, au risque de mettre la vie du bébé en danger. Alors qu'il s'apprête à tirer ses meuleuses, Kiba sort d'un tuyau à proximité et saute sur le visage de Makaku, arrachant le bras du précédent corps de Gali qui était toujours coincé dans son œil droit. Cela réouvre sa blessure à l'œil, obligeant Makaku à manger les cerveaux des Hunter Warriors qu'il avait pris plus tôt pour stopper la douleur. La distraction permet à Gali de donner Koyomi à Kiba pour l'emmener à l'abri. Makaku s'en aperçoit et tente d'arrêter le chien avec sa main gauche, mais Gali tire une attaque de plasma, lui coupant le bras. Elle prend ensuite de la boue d'égout et trace du noir sous ses yeux, interdisant à Makaku de toucher au bébé ou au chien tant qu'elle est son adversaire. Makaku n'arrive pas à croire que Gali ait pu couper si facilement l'armure de 40 mm de son blindage. Alors que Gali se rend compte que ses mouvements, y compris s'appliquer du noir sous les yeux, ont été faits instinctivement, Makaku a l'ordinateur de tête de sanglier à sa taille pour prédire les prochaines actions de Gali. Il analyse le plasma jet que Gali a utilisé pour détruire son bras, en concluant qu'il est impossible de s'en défendre avec l'armure de son corps. Alors qu'elle avance vers Makaku, Gali se rend compte qu'elle a maintenant une pulsion bouillante à combattre à la place de la peur qui l'accompagnait auparavant. Alors que la tête de sanglier conseille à Makaku d'achever Gali à portée des meuleuses, il tire les 5 fraiseuses en même temps, mais le recul inattendu dû à la perte de son bras déséquilibre son corps, faisant rater son offense. Gali atteint le bras de Makaku et glisse le long de celui-ci, l'incitant à le frapper contre le mur. Elle l'esquive et s'élance dans les airs pour atterrir sur sa tête. Alors que Gali s'apprête à tirer un coup de plasma dans la tête de Makaku et à le tuer, il retarde le temps en révélant qu'il a délibérément pénétré dans les égouts qu'il connaît intimement. Il est sauvé juste à temps lorsque les eaux usées des réservoirs de surface de Kuzutetsu sont déversées à l'endroit même où il se trouve. Plus loin, Kiba traverse les égouts avec Koyomi. Dans le puissant courant, Gali ne peut ni contrôler ses mouvements, ni former de plasma. Makaku se positionne de telle sorte qu'il lui fasse face avec dos au courant pour l'aider à tirer ses meuleuses. Juste avant de le faire, il se retire du courant et détruit la tête de sanglier pour son insolence. Après avoir décidé de lui enlever les jambes d'abord, il tire ses meuleuses, mais son bras explose inopinément. Le courant se vide dans un grand lac souterrain, jetant Makaku sur la rive. Lorsqu'il se demande comment son bras a pu exploser en morceaux, Gali révèle qu'elle avait auparavant fait une incision dans ses actionneurs afin qu'il explose la prochaine fois qu'il envoie de l'énergie pour tirer les meuleuses. Gali jure d'enterrer Makaku dans les égouts après toutes les souffrances qu'il a causées à la surface. Il rétorque que tout le monde vit en mangeant la vie d'autrui et que les forts s'attaquent quotidiennement aux faibles. Il décoche un coup de pied à Gali, mais elle l'arrête d'une main et jette Makaku au sol. Elle déclare que, parce qu'elle n'a aucun souvenir de son passé, elle trouvera un but à sa vie et que pour l'instant, en tant que chasseuse guerrière, elle trouvera des clés de son passé grâce au combat. Pendant qu'elle affirme qu'elle croit que chacun est libre de choisir sa destinée, elle utilise son jet de plasma pour couper le blindage de son opposant en deux au niveau du ventre. Makaku parvient cependant à s'échapper avant qu'il n'explose et déclare que contrairement à Gali, il n'aura jamais la possibilité de changer. Répondant à sa raillerie, il sort du sol sous ses pieds, l'enveloppant dans son corps de verre. Il révèle qu'il se trouve sur un réservoir d'alliage d'hydrure et qu'un nuage d'hydrogène a été libéré par l'explosion. S'il s'enflamme, il détruira la caverne dans laquelle il se trouve. En réponse, Gali commence à déchirer son corps, déclarant qu'elle n'a pas besoin d'utiliser de plasma. Elle est sur le point d'achever Makaku quand elle se rend compte qu'il a été mortellement blessé par l'explosion. Makaku a cependant l'intention de commettre un double suicide avec Gali et utilise les étincelles générées par sa queue endommagée pour enflammer l'hydrogène.
Cela produit une énorme explosion qui détruit le bar Kansas et est visible partout dans le Kuzutetsu. Gali et Makaku survivent cependant à l'explosion, car Gali est capable de se protéger des flammes avec un champ électromagnétique comme il s'agit d'un type de plasma. Profitant de l'occasion, elle demande à Makaku d'où vient son corps monstrueux. Makaku révèle que c'est ce qu'il voulait et raconte son histoire. Enfant, il vécut dans les égouts et ne connaissait rien d'autre. Il a survécu en mangeant des rats et en buvant de l'eau qui s'écoulait dans les égouts. Cependant, il aspirait à la vie de la surface et un jour, alors qu'il observait la vie d'en haut à travers une grille d'égout, il fut remarqué par 2 habitants de la surface qui se servirent d'un lance-flamme sur lui. Il a subi des blessures graves et, dans l'environnement nocif des égouts, son corps a commencé à se décomposer. Makaku a été secouru par un homme, retenez bien son visage car il sera important au récit plus tard, qui a révélé que son corps d'origine n'était pas récupérable, mais a offert de lui donner un nouveau corps taillé sur mesure pour répondre à ses désirs les plus profonds. Makaku ne l'a jamais revu. Il était fou de joie avec le corps d'asticot qu'il avait reçu et a voyagé à la surface. Il s'est emparé de corps de cyborgs et les a utilisés pour tuer des gens, pour obtenir leur cerveau et aspirer les endorphines, trouvant sa raison d'être dans la destruction. Personne n'a essayé de l'arrêter et rien n'avait changé depuis le jour où il gisait mourant dans les égouts. C'est alors qu'il a rencontré Gali, déclarant que son vœu est enfin exaucé. Makaku est consumé par les flammes. Après sa mort, Gali se trouve ému aux larmes, mais ne peut pas expliquer exactement pourquoi. Gali est le personnage principal de Gumn et de ses suites Gumn Last Order et Gumn Mars Chronicle. Redécouverte dans une décharge, elle est ressuscitée par le docteur Ido. Gali excelle dans l'art martial cyborg Panzerkunst, ce qui la distingue dans les combats brutaux et tactiques qu'elle mène tout au long de la série. Son parcours est marqué par des quêtes de rédemption et d'identité dans un monde post-apocalyptique. Ido est un docteur en cybernétique possédant un atelier de mécanique dans le secteur est de Kuzutetsu. Ancien habitant de Zalem, il est également un Hunter Warrior. Sous son apparence bienveillante, il cache une part d'ombre parfois révélée dans ses actions. Après avoir trouvé et réparé Gali, il développe avec elle une relation proche de celle d'un père avec sa fille, ce qui constitue une dimension essentielle de l'intrigue. Même si, en un moment, Ido se compare à Pygmalion, personnage de la mythologie grecque étant tombé amoureux d'une statue qu'il avait sculptée en raison de sa beauté. Ouais, chelou mon ref. Également, nous avons Gonz, ancien cyberphysicien, souvent collaborateur du docteur Ido. Gonz a perdu la moitié supérieure de sa tête à la suite d'une blessure mystérieuse qui l'a remplacée par une enveloppe métallique. Il fréquente régulièrement le bar Kansas, lieu de rassemblement pour les Hunter Warriors et les cybermécaniciens. Maître est le propriétaire et barman du bar Kansas et joue un rôle crucial en adoptant Koyomi, une orpheline qu'il prend sous son aile dès son plus jeune âge. Koyomi, une orpheline recueillie par Maître quand elle était bébé, grandit dans l'atmosphère tumultueuse de Kuzutetsu. Son développement est suivi tout au long de la série. Kiba est le chien fidèle de Maître, dévoué à la protection de la petite Koyomi. Son dévouement est particulièrement illustré lorsqu'il se jette dans les égouts pour sauver Koyomi des griffes de Makaku. Izushi est un cyborg et homme de main de Makaku, qu'il soutient en se procurant des cerveaux de chiens. Izuchi capture ou chasse ces animaux pour assouvir la dépendance de Makaku, contribuant à sa notoriété. Makaku est un criminel notoire et une prime d'usine, connu pour être un des patients de Desti Nova. Il devient également l'un des premiers adversaires redoutables que Gali doit affronter. Son passé tragique et ses modifications cybernétiques en font un personnage complexe et terrifiant. Kinuba est un champion du Colisée, l'arène de combat de Kuzutetsu, où il démontre ses compétences et sa brutalité. Il y a aussi Zapan, Hunter Warrior, qui se retrouve par la suite en conflit avec Gali.
mais aussi Reptile, Skull, Tankman, Taito, Beck et Bull, bien que non nommés dans l'impression originale, sont des Hunter Warriors, membres du Kansas Hunter Club. Chacun apporte sa propre contribution à la dynamique et à l'intensité des interactions au sein du groupe, enrichissant l'univers impitoyable de Kuzutetsu. Kuzutetsu, également connu sous le nom de la Décharge ou la Casse, est une ville chaotique et délabrée fondée sur les ruines de l'ancienne Kansas City, devenue Star City après un désastre majeur. C'est un lieu marqué par la violence, la destruction, la corruption et le meurtre. Peu de temps après sa découverte par le docteur Ido, Gali y est élevé, confronté à l'implacable brutalité de cet environnement hostile. Zalem est une cité flottante majestueuse qui domine le ciel au-dessus de Kuzutetsu. Elle est maintenue en l'air par une immense colonne qui disparaît dans les nuages, symbolisant l'élite inaccessible et le pouvoir inatteignable pour ceux qui survivent en dessous dans la décharge. Le bar Kansas est une taverne moderne, véritable repère des chasseurs de primes. Ces mercenaires y trouvent refuge et contrat pour œuvrer au service des usines. C'est un lieu animé par des échanges nerveux et des plans audacieux, illustrant la lutte pour la survie et l'opportunisme qui règne à Kuzutetsu. Située dans le secteur est de Kuzutetsu, la clinique cybernétique du Dr Ido est un atelier modeste, encombré d'équipements et de pièces détachées. Derrière son apparence rustique, ce lieu recèle des technologies avancées où Ido effectue des réparations et des améliorations cybernétiques complexes. La clinique incarne un refuge de soins et de transformation au milieu du chaos environnant, jouant un rôle central dans la vie de Gali et de nombreux autres personnages. Le Colisée est l'une des grandes attractions de la décharge, située dans le secteur Est. Cet amphithéâtre rappelle les arènes antiques avec une structure centrale circulaire entourée d'un fossé et de gradins où les spectateurs se rassemblent. Les duels de combattants, souvent de grande stature, sont des spectacles violents et captivants, symbolisant la lutte pour le pouvoir et la survie dans ce monde impitoyable. Ces lieux sont indispensables, servant souvent au propos du récit pour installer une ambiance ou illustrer un thème, devenant par la suite des lieux cultes et récurrents. On peut aussi citer l'exemple des usines, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Cet arc nous plonge dans le cœur de Kuzutetsu, la ville des charges, où Gali et le lecteur découvrent rapidement la brutalité du monde environnant. Makaku, un cyborg défiguré et tourmenté par sa soif de cerveau humain, incarne parfaitement la corruption et la déshumanisation qui rongent Kuzutetsu. Ce premier antagoniste n'est pas seulement une menace physique redoutable, il symbolise également les conséquences tragiques de la déchéance sociale et morale, telles que la violence à outrance et la corruption dans cet univers dystopique. L'affrontement entre Gali et Makaku explore des thèmes centraux comme l'identité, la mémoire et la résilience. Gali, à peine remise de son amnésie, est confrontée à une crise existentielle lorsqu'elle doit utiliser ses compétences de combat instinctives pour protéger les innocents. Ce combat contre Makaku agit comme un catalyseur révélant non seulement la force intérieure et les talents martiaux de Gali, mais aussi son désir profond de comprendre son propre passé et de forger un nouveau chemin. Le récit, oscillant entre scènes de combat intenses et moments de réflexion introspective, illustre avec brio la dualité de l'existence de Gali, une guerrière à la fois fragile et puissante, humaine et machine. Cet arc pose également les fondations des relations complexes entre les personnages, notamment entre Gali et le Dr Ido, dont la dynamique entre créateur et protecteur est mise à l'épreuve par les défis posés par Makaku. Leur relation évolue à travers cet arc en soulignant l'importance de la connexion humaine dans un monde dominé par la technologie et la violence. En mélangeant des scènes de combat palpitantes avec des moments de réflexion sur l'identité et la survie, l'arc Makaku pose les bases pour le développement de l'histoire et des personnages de Gum. Il introduit les thèmes principaux du manga de manière engageante et prépare le terrain pour le lecteur avant de plonger plus profondément dans ce monde fascinant, ainsi que ses faces plus sombres et complexes de l'histoire. Vous l'aurez compris,
Gum n'est pas simplement un manga seinen d'action des années 90 avec une meuf cyborg, c'est aussi une réflexion profonde sur la condition humaine à travers le prisme du cyberpunk. Gum a également influencé des concepts plus larges dans le genre cyberpunk et la représentation des cyborgs dans la fiction. Son exploration de l'identité humaine à travers le prisme de la technologie a résonné dans de nombreuses œuvres traitant des dilemmes éthiques et philosophiques associés à l'augmentation humaine. Les designs des personnages, le monde dystopique et l'art du combat cyborg ont également servi de référence visuelle et narrative pour de nombreux créateurs dans divers médias. Je ne peux que vous recommander de le lire ou au moins de vous y intéresser par vous-même. Bref, c'est tout pour moi. On se retrouve la prochaine fois pour l'arc Hunter Warrior. Adios.